J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Les compromis sont possibles, les discussions sont sérieuses, toujours techniques, toujours sincères. En France, Sébastien Lecornu renonce donc au 49.3. Pour tenter de sauver son budget, le Premier ministre multiplie les mesures en faveur des salariés et propose une taxe sur le patrimoine financier. Ces quelques avancées suffiront-elles à amadouer l'opposition, rassurer les syndicats, calmer la colère sociale sans braquer le patronat? C'est la question. Désinflexion, mais pas de taxe Zuckman sur les hauts patrimoines, ni de retour de l'ISF, ni de suspension de la réforme des retraites, principale revendication de la gauche et des syndicats. Après une troisième journée de mobilisation, quelle suite donner au mouvement social? Comment répondre aux besoins de justice fiscale? Quelle taxation sur le patrimoine et quelle réplique du patronat? Voilà pour le programme. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Et pour discuter, échanger sur tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Lydie Nécole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale confédérale de la CFDT, l'une des principales centrales syndicales françaises. François Ecal, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association FIPECO, conseiller maître à la Cour des comptes et expert des finances publiques. Votre regard nous sera très précieux. À vos côtés, Denis Père, entrepreneur Bonjour. et président de Nature and People First, société dédiée aux solutions de stockage d'énergie renouvelable. Bonjour à vous. Et en face, Denis Lafay, journaliste, auteur de Patron, la tentation Trump aux éditions de l'Aube. Bonjour à vous. Bonjour. Sébastien Lecornu renonce donc au 49.3, cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter des textes sans vote. Ça, c'est pour le changement de méthode. Sur le fond, le Premier ministre dévoile ses premières pistes, élargissement de la piste Macron, heures supplémentaires défiscalisées et surtout, baisse d'impôts pour les ménages modestes. Alors, ce geste fiscal pour le pouvoir d'achat des plus modestes, j'aimerais vous faire réagir. Qu'en dites-vous? Pour commencer. Eh bien, pour la CFDT, ce qui est important, ça va être la photographie globale. Les mesurettes, les annonces, tout ce qui se passe dans la séquence politique actuelle, finalement, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est quels vont être les vrais choix politiques qui vont répondre aux enjeux de notre pays, augmentation des inégalités. On a un vrai sujet de pouvoir d'achat et c'est ça la priorité des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui. Donc, est-ce que les réponses qui seront apportées lors du discours de politique générale et dans les échanges et dans le débat au Parlement seront à la hauteur? C'est toute la question qu'on peut se poser. Denis Père, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je suis assez d'accord. Enfin, il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat en France parce que la sphère publique absorbe une grande partie de la création de richesse. Quand un salarié coûte 140 à l'entreprise, il va toucher 70. Si vous allez dans des pays voisins... Si on retire les charges sociales exactement, et patronales. Donc il y a 70 qui est absorbé par la sphère publique, exactement, par les cotisations sociales. Si vous allez dans des pays voisins, en Espagne, en Italie, en Allemagne, on est plutôt à 120, 130 et le salarié a dans la poche 80, 90. Donc on voit bien que ces pays sont à la fois plus compétitif puisque le coût global du salarié est inférieur et le net dans la poche du salarié est supérieur. Donc ça résume le problème du pays, un problème à la fois de compétitivité et en même temps de pouvoir d'achat qui est incontestable pour les salariés. Et donc des mesures qui vont dans ce sens-là sont de bonnes mesures. Je pense que d'ailleurs celles qui ont été annoncées sont plutôt de bonnes mesures. Après, la question c'est comment on les finance, quoi, et donc là c'est là que le bas blesse. On va y revenir dans un instant. Denis Lafay, peut-être sur ces premiers gestes fiscaux. Les premiers gestes, on voit bien que d'abord on n'arrive pas à savoir exactement de quoi il s'agit, donc il faudra à un moment rentrer dans les détails. Et puis si on prend un petit peu de recul, il y a quand même un côté un petit peu pathétique. C'est-à-dire qu'on est dans le deal, dans la négociation pour essayer d'obtenir que le prochain gouvernement ne tombe pas à l'Assemblée. Et finalement, ça nous ramène, je trouve, au coup de force du 9 juin 2024, lorsque ce soir-là, le chef de l'État décide la dissolution de l'Assemblée. Et finalement, depuis, on se rend vraiment compte des conséquences de cette décision qui paralyse en grande partie quand même le fonctionnement de l'État et du pays. Alors l'objectif, c'est de ramener le déficit sous la barre des 3% de la richesse nationale à horizon 2029 contre 5,4% aujourd'hui. François Ecal, c'est la question que posait Denis Père. Comment financer ces premiers cadeaux fiscaux aux ménages les plus modestes? On n'a plus de marge pour faire des cadeaux. On prend des risques en laissant la dette publique augmenter, pas en euros, en pourcentage du produit intérieur brut.
Et avec Olivier Blanchard, il y a quelques mois, j'avais signé une tribune dans laquelle, en fonction de certaines hypothèses de croissance, de taux d'intérêt, etc., on disait l'effort qui est nécessaire, c'est 120 milliards à faire sur plusieurs années, bien sûr. Mais on en est très loin. Très très loin. Et je pense que cet effort, il faut le faire principalement par des économies sur les dépenses publiques, mais je pense qu'il va falloir augmenter les prélèvements obligatoires, en fonction des capacités contributives de chacun. Vous n'avez pas l'air d'accord, Denis Père. Mais on ne l'évitera pas. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas de baisser les impôts, c'est de se dire quelles économies on va faire et quels impôts on va augmenter. Alors, je comprends que ce qui a été proposé hier, c'est très faible. C'est 1 milliard, 2 milliards, etc. Mais donc, parce que je pense qu'ils sont conscients de ce problème. Mais le message n'est pas bon. Le message aujourd'hui, c'est plus on peut encore faire des cadeaux. Non. Bon, avant d'aborder ces questions qui fâchent, simplement rappeler que ce débat budgétaire, il se déroule sur fond de tensions sociales. Ce jeudi, une nouvelle journée de mobilisation s'est tenue à l'appel des syndicats. Si le nombre des manifestants était en baisse, la colère reste intacte. Écoutez ces quelques réactions. Là aujourd'hui parce qu'on réclame plus de justice sociale, plus de moyens financiers et prendre l'argent tout simplement là où il est. Il y a un gros ras-le-bol et donc on est là pour ça. Et on espère que ça portera ses fruits. Ils vont de toute manière nous faire un budget du coup qui va encore taper du coup sur les services publics, sur les retraites et donc ça en fait pour moi en fait il faut pas qu'on attende, peu importe en fait qui on aura comme ministre de la Santé, peu importe quel sera le budget, de toute manière ce sera un budget d'austérité et contre lequel il faut qu'on se batte, quoi. Monsieur Lecornu nous l'a dit lui-même, il est un des premiers ministres les plus faibles de la Ve République. Nous savons que nous sommes en position de force. La preuve, le grand patronat n'a jamais été aussi seul et isolé et totalement fébrile. Et monsieur Lecornu ne sait pas quel sera son avenir très proche. S'il ne répond pas aux exigences sociales, s'il ne répond pas à ces mobilisations, de fait, il ira remplir le cimetière des premiers ministres qui est déjà en train de déborder. Alors, au cœur des revendications, on a entendu le renforcement des services publics, la réouverture de la réforme des retraites et plus de justice sociale. Lydie Nicole, au vu des premières annonces du Premier ministre, quelle suite apporter au mouvement? Est-ce qu'une 4e journée de mobilisation est envisagée? Alors c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer sur une 4e journée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous l'avez entendu, quand on se place à échelle de femmes et hommes, on entend parler de retraite, de justice sociale, on entend parler des services publics. Les gens dont on parle et les gens qu'on représente, nous, à la CFDT, ils nous disent ça tous les jours. C'est-à-dire, moi, je veux bien, je comprends que je dois payer pour l'assurance vieillesse, pour l'assurance chômage, et que d'ailleurs, si j'en ai pas besoin, ça sera versé au pot commun. Mais moi, ce que je veux, c'est que chacun paie à hauteur de ses moyens. Et le sentiment de ras-le-bol qui est exprimé aujourd'hui, et d'ailleurs qui a été exprimé dans les mobilisations, qui ont quand même été massives sur un mot d'ordre, je le rappelle, qui était autour du budget. Enfin, il y a des mots d'ordre un peu plus sexy quand on veut mobiliser dans la rue, mais les gens... Budget d'austérité, on en entendait dans la bouche du manifestant. Il y a un vrai ras-le-bol et un vrai sentiment d'injustice. Or, la question de l'impôt, de la fiscalité, ça passe d'abord par une question de justice. Et peut-être juste revenir sur la question des retraites. Dans un courrier adressé aux syndicats, le Premier ministre a promis de reprendre une disposition pour les femmes issues du conclave sur les retraites, cette concertation qui n'avait pas abouti. Lydie Nicole, est-ce que c'est de nature à vous satisfaire ? Encore une fois, on verra la photographie globale. Voilà, on se méfie généralement des annonces dans une séquence qui n'est pas une séquence syndicale ou sociale, c'est une séquence politique. Il y a des échéances à court terme. Voilà, chacun joue son rôle. Nous, dans notre rôle de responsable syndical et d'organisation syndicale, aujourd'hui, on a besoin de regarder au global quelles seront les réponses pour un monde de travail qui a quand même très largement payé la note depuis quelques années sur les efforts à faire en termes de budget. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est pas nouveau, mais vraiment, ça se cristallise là en cette rentrée. C'est vraiment une colère, mais de tout le monde, un sentiment d'injustice partagé, vécu par tous. Alors, l'injustice sociale vécue justement par les moins bien lotis dans le pays, l'injustice fiscale que dénonce une partie du patronat, et avec ses arguments qu'on peut évidemment challenger, qu'on peut critiquer, mais en tout cas, certains patrons le vivent comme tel. Comme si aujourd'hui, on n'était plus en capacité de trouver un dialogue commun, un terrain d'entente, un compromis, comme vous savez si bien le dire
à la CFDT. C'est un vrai problème. Face au déficit et à la crise politique, sociale que l'on entend, Sébastien Lecornu est-il l'homme de la situation? Est-il cet homme du compromis dont la France a besoin? Ça, j'en sais rien. Je dirais, on va le voir dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. En tout cas, je dirais, la ligne de crête sur laquelle il va être obligé d'avancer est quand même très étroite. Parce qu'on a un problème budgétaire colossal. Entre, je dirais, pour caricaturer un peu ceux qui disent toute hausse des prélèvements obligatoires est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, et ceux qui, à l'inverse, disent que toute économie sur les dépenses publiques est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. On entendait... Le chemin de crête est quand même très étroit. Donc je lui souhaite bon courage, mais j'ai un peu peur qu'il n'y arrive pas. On entendait dans les cortèges des manifestants dénoncer un budget d'austérité. Est-ce le cas ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un budget d'austérité. S'il n'y a pas de définition officielle, si on appelle budget d'austérité toute réduction du déficit, toute mesure qui vise à réduire le déficit public, alors oui, c'est un budget d'austérité. Après, je comprends que pour certains, si ce sont des mesures qui visent à réduire le déficit en prélevant sur les riches, ou etc., c'est plus de l'austérité. Bon, d'accord, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un riche ? Vous voyez, ça pose des tas de questions qui fait que je ne sais pas, moi, ce que c'est qu'un budget d'austérité. Il n'y a pas de définition, il n'y en a pas. Oui, il y a clairement un ras-le-bol partout. Vous évoquiez à juste titre le ras-le-bol, effectivement, d'un certain nombre de salariés, et j'en parlais tout à l'heure en termes de pouvoir d'achat. Il y a un ras-le-bol fiscal du côté des entrepreneurs aussi. Il faut se rappeler que la France est le pays le plus fiscalisé au monde, le plus fiscalisé de l'OCDE, avec des prélèvements un peu plus de 45 points de PIB. La moyenne de l'eurozone, c'est 40, donc il y a 5 points de PIB de prélèvement de plus en France. C'est 145 milliards d'euros, ça pourrait être 3 fois le budget de l'éducation nationale, et qui repose principalement sur les entreprises et sur les plus fortunés et ceux qui gagnent le plus d'argent et qui payent déjà beaucoup d'impôts. Il faut se rappeler que 10% des contribuables payent 75% de l'impôt sur le revenu. 1% paye 12%. 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. 57% des Français, selon une étude de l'INSEE récente, perçoivent plus que ce qu'ils ne payent, en intégrant même la TVA. Donc on voit bien que c'est pas simple, effectivement. Et moi, je suis prêt à dire une chose et peut-être faire une hypothèse qui est de dire, mais effectivement, tout le monde, à un moment donné, doit faire un effort, mais peut-être que le patronat et les chefs d'entreprise et les entrepreneurs en général seront ouverts à une légère augmentation temporaire, le temps d'amorcer la pompe, pour aider effectivement les plus modestes, par exemple sur le PFU de 1 ou 2 points. Alors PFU, le prélèvement fiscal unique, donc la fiscalité des dividendes, de 1 ou 2 points. Ou peut-être cette fameuse taxe dont on parlait, mais dont on ne sait pas grand-chose, effectivement, sur on va y venir dans un instant. Sur le patrimoine, en contrepartie de l'engagement sérieux, sincère, honnête, d'un vrai programme de réforme du pays, avec des pilotes dans toutes les administrations, sur comment faire plus avec moins, sur s'attaquer enfin à la bureaucratie, qui est un drame pour le pays, qui est un drame d'ailleurs pour beaucoup de salariés de la fonction publique, qui sont assommés de procédures, qui n'en peuvent plus. Moi, j'ai croisé des infirmières, j'ai croisé des enseignants qui me disent « je n'en peux plus, je dois remplir des tableaux Excel en longueur de journée que personne ne lit ». Donc cette bureaucratie, elle est totalement envahissante, et c'est un problème à la fois de coût pour le pays, et c'est un problème également pour les salariés. Lydie Nicole, vous l'entendez également, ce ras-le-bol fiscal des patrons, des entreprises, des grandes fortunes? Moi, ce que j'entends, c'est un débat un peu indécent. On va se parler de milliards, on se parle de millions. Moi, les salariés que je rencontre et les agents qu'on rencontre, ils nous parlent des centaines d'euros qui sont... Mais non, c'est pas la même échelle, mais de quelle échelle on se parle? Et à l'échelle des travailleurs, c'est quelques centaines d'euros qui obligent à faire des arbitrages entre un budget mobilité, un budget transport, un budget logement à la fin du mois. Je ne suis pas sûre que quand on parle des dividendes et des actionnaires, on ait la même échelle et la même mesure. Alors évidemment, vous me direz, c'est peut-être un peu caricatural, mais ce que l'on pose en fait là réellement, c'est la question de la progressivité de l'impôt. Quand on dit « je contribue à hauteur de mes moyens », pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu? Pourquoi on se fixe? Alors on parle du débat sur les ultra-riches aujourd'hui, de cette fameuse taxe sur les 0,01% de ces foyers fiscaux au plus haut patrimoine. Est-ce que c'est soutenable pour eux de payer une taxe plancher de 2%? Moi, je crois que oui, parce que je crois que ces personnes ne regardent pas chaque mois leur fiche de paye pour savoir combien ils ont payé d'impôts. Et donc, je crois que le sujet, c'est bien de se dire plus de progressivité d'impôts. C'est aussi ça la justice fiscale et la justice sociale. C'est ça le contrat qu'on passe avec l'ensemble du pays.
Et si on arrive à poser des règles, à faire cette réforme de la fiscalité globale dont on se parle, eh bien, on n'aura pas besoin de débattre de mesures et d'avoir des débats aussi caricaturaux sur l'impôt aujourd'hui. Oui, je pense aussi que le débat qui est devenu extrêmement fort, effectivement, autour de la taxe Zuckman, ne doit pas obérer une réalité qui est que le monde patronal a été extraordinairement hétérogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer Monsieur Arnault avec le patron d'une TPE à Limoges. C'est pas possible. Et donc, les problématiques d'un entrepreneur X et celles d'un entrepreneur Y ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il y a beaucoup de confusions, je pense aussi, qui sont sur ce sujet-là. Oui, la difficulté, effectivement, c'est qu'on dit oui, ces gens-là sont très riches, leur prendre 2%, quel est le problème ? On l'a bien vu illustré lors du débat sur la taxe Zuckman. On voit très bien que ces patrimoines, c'est du papier. C'est des patrimoines virtuels qui souvent ne rapportent rien, qui ne sont pas liquides. On met les gens dans des positions... des actions ? Ce sont des actions, absolument, d'entreprise, qui très souvent ne sont pas cotées, ou même quand elles le sont, elles ne sont pas forcément cessibles. On va pousser... Prenons le cas d'une ETI de province, par exemple, un chef d'entreprise qui est dans sa région, qui est intégré à sa région, qui y tient, qui développe son entreprise. Eh bien, on lui demande de payer 2% tous les ans. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? D'abord, il va affecter ses profits en priorité à ça, plutôt que de l'affecter à l'investissement dans l'outil industriel et dans la création d'emplois. Ensuite, s'il n'a pas la capacité de le payer, ce qui peut arriver, parce que tout le monde ne fait pas des profits chaque année, une entreprise industrielle en particulier, ça peut être très cyclique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va devoir vendre une partie du capital. Et il va le vendre à qui ? Il va le vendre à des fonds de pension étrangers, il va le vendre à des gens qui n'auront pas du tout le même attachement au territoire. Et au bout de 10 ans à 2%, au bout de 10 ans, vous êtes à 20%, au bout de 20 ans, vous êtes à 40%, vous avez perdu le contrôle de l'entreprise, elle passe sous pavillon étranger. L'actionnaire étranger, est-ce qu'il aura le même attachement à ce territoire ? Est-ce qu'il aura aussi la volonté de développer l'emploi à cet endroit-là ? Évidemment que non. Évidemment que non. Donc on est face à ce genre de situation, bien sûr aussi dans la tech, ou alors qu'on manque, on est face aux GAFA et aux Batix en Chine, on a un Mistral AI qui est le seul espoir européen de l'IA. On a vu le patron de Mistral AI dire « moi je ne peux pas payer cette taxe, c'est juste impossible ». Tout en se disant favorable à une taxation des hauts revenus. Moi je pense qu'il faut réfléchir à des choses qui soient raisonnables. Donc taxer des flux et pas des stocks, mais encore une fois, de façon extrêmement raisonnable et extrêmement ponctuelle, en échange de l'engagement d'un vrai programme de réforme de l'État pour trouver les 120 milliards, moi je pense qu'il faut trouver 200 et je pense qu'on peut les trouver, pour effectivement ramener le pays à une situation normale. François Écal, une taxe Zuckman, donc sur les patrimoines supérieurs de 100 millions d'euros, est-ce nécessairement néfaste pour l'économie française, pour l'emploi ? Alors, il faut avoir en tête, mais comme on vient de le dire, que la fortune des hyper riches, c'est essentiellement des actions de sociétés françaises. La fortune de la famille Dassault, c'est les actions de Dassault. La fortune de la famille Bettencourt, c'est 20 ou 25% de L'Oréal. Donc, le risque, c'est que si vous leur prenez, mettons, 10, 15 milliards, en effet, c'est soit 10 ou 15 milliards ou un peu moins, mais enfin, en tout cas, quelques milliards en moins de fonds propres pour les entreprises. Et ont besoin de fonds propres. Après, Zuckman, en utilisant les travaux d'Institut de politique publique, a mis en évidence une faille dans la fiscalité qui, à mon avis, devrait être corrigée, qui est la suivante. Comme on a dit, si vous êtes un actionnaire normal, vous êtes soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Si vous êtes un hyper riche, comme on dit, vos dividendes s'arrêtent dans une holding intermédiaire où ils ne sont pas soumis à ce prélèvement. Alors, ils sont réinvestis, ce qui est très bien. Et normalement, la valeur de cette holding, elle augmente. Et quand ils vendent leur part, là, ils sont imposés sur les plus-values. Donc, a priori, c'est normal. Sauf qu'ils ne vendent pas leur part. En général, ils les lèguent à leurs enfants par des donations et des successions. Donc, et quand vous faites ça, cette plus-value latente, mais ça vaut pour les actions comme pour l'immobilier, comme pour tous les biens, ces plus-values latentes sont effacées. C'est-à-dire que, par exemple, vous achetez un bien immobilier ou une action à 80. Au moment de votre décès, ça vaut 100. Vos héritiers la vendent ensuite pour 110. Vous n'êtes imposé, vos héritiers ne sont imposés que sur les 10. La différence entre la valeur au moment où ils vendent et la valeur au moment de l'héritage. Mais les 20 de plus-value latente qui ont été réalisés par les holdings intermédiaires dans l'intermédiaire ne sont jamais imposés. Mais donc là, il y a un sujet. Parce qu'en effet, alors c'est pas de l'optimisation de la fraude fiscale, c'est parfaitement légal et ça ne concerne pas que les hyper riches parce que les particuliers normaux peuvent en profiter en vendant à travers leurs biens immobiliers qui cèdent. Je pense qu'il y a une faille. Je pense
que si, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, l'idée est avancée, elle germe, mais elle est un peu plus technique et plus compliquée à expliquer que la taxe Zuckman. Mais ça ne permettrait pas de gagner 15 milliards d'euros, ça permet de gagner quelques milliards. Bon, mais je ne suis pas sûr du tout que la taxe Zuckman rapporte 15 milliards. Donc, il y a d'autres solutions. Oui, moi je trouve ça intéressant. Enfin, s'il y a effectivement des mécanismes qui permettent une espèce de suroptimisation, il faut le corriger, bien entendu. Je ne connais pas très honnêtement ce point-là. Ce que je peux dire, c'est que quand l'argent est dans une holding, il n'appartient pas à la personne physique quand même, il faut le rappeler. Hein, il appartient à la personne morale. Et si la personne morale qui est reliée à la personne physique. Voilà. Et si la personne morale si la personne physique veut l'utiliser, elle doit se verser un dividende et payer le prélèvement fiscal unique à hauteur de 30%, qui est le plus élevé d'Europe. Hein, plus élevé d'Europe. Je rappelle que les Pays-Bas sont à 15%. L'Espagne est entre 12 et 19, l'Allemagne et l'Italie sont à 26. Donc on est déjà au taquet le plus élevé. Donc c'est pas comme si cette situation était complètement anormale. Après, qu'il y ait des situations comme celle que décrivait François Récal, je ne la connais pas, c'est possible, dans ce cas-là, il faut regarder. Mais comment au ça final... s'explique qu'on en parle moins? Vous dites parce que c'est trop technique? Oui, trop technique. Mais ce que disait François Récal est intéressant aussi, c'est-à-dire que... Et ça touche aussi les successions. Et c'est peut-être aussi un tabou français. Le sujet, c'est qu'en effet, ça serait imposé au moment des successions. Et donc, ça ne serait pas exactement les droits, mais ça s'ajouterait aux droits de succession. Et là, on tombe sur un autre problème qui est le même dans tous les pays, c'est que les personnes n'aiment les droits de succession. Voilà, c'est l'impôt le plus impopulaire avec les taxes sur les carburants, même quand les gens n'ont pas à en payer. Pourquoi? C'est sentimental? C'est l'impôt sur la mort. Voilà, donc ça ne se fait pas d'imposer les morts. Et il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont supprimé les droits de succession. Moi, comme beaucoup d'économistes, je préfère néanmoins qu'on impose l'héritage plutôt qu'on impose par des impôts annuels le patrimoine acquis par l'épargne, le risque, etc. Donc je préfère les droits de succession. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout, mais politiquement... Ça compliqué. Oui, j'ignore, moi, si la taxe Zuckman est un bon levier, est un bon outil. C'est assez complexe. Et puis finalement, c'est peut-être pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est quand même de se demander comment la solidarité peut s'opérer en France et comment les entrepreneurs, justement, les plus fortunés, peuvent contribuer à cette solidarité. Et finalement, on se retrouve dans un débat un peu biaisé parce qu'on a l'impression que l'enjeu que porte le patronat aujourd'hui, c'est l'intérêt particulier des entrepreneurs et ce n'est pas l'intérêt général des entreprises. Et finalement, le débat, je ne sais pas si c'est la réalité. Je dis que simplement, le débat médiatique aujourd'hui, c'est déporté vers l'intérêt des patrons et pas vers l'intérêt des entreprises, ce qui pose un problème. Et en quoi les deux ne sont pas liés? Ah ben, ils ne sont pas liés parce que l'entrepreneur est un élément évidemment cardinal de l'entreprise, mais il est un parmi beaucoup. Et donc, l'enjeu de l'entreprise peut ne pas être concordant avec celui de l'entrepreneur. C'est intéressant, je trouve, à un moment de s'interroger sur le fonctionnement de l'entreprise, la gouvernance de l'entreprise, comment les intérêts de l'ensemble des parties prenantes sont considérés. C'est ça, finalement, la vie d'une entreprise. Qu'est-ce que l'entrepreneur que vous êtes réagit? Moi, ma principale réaction par rapport à tout ça, c'est de faire attention de ne pas stigmatiser quand même la réussite économique en France. Enfin, je veux dire, on n'a pas suffisamment de création de richesse en France, on n'a pas suffisamment de création d'emplois. Ne faisons pas les entrepreneurs qui réussissent des boucs émissaires faciles. Et François Lécal l'a rappelé, l'enjeu, on va trouver peut-être, et on essaiera, si on le fait, il faut le faire intelligemment, et encore une fois, avec des contreparties sur la réforme de l'État. Mais on va trouver peut-être quelques milliards. Je vous rappelle que l'ISF à 4 milliards... L'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune à 4 milliards, il provoquait des délocalisations massives. C'est pour ça qu'on a arrêté. Parce que beaucoup de gens étaient dans des situations insupportables où ils ne pouvaient pas simplement payer ces impôts. Donc ils partaient. Mais ça a été votre cas? Ça a été mon cas. Vous avez été un temps exilé fiscal. Vous êtes revenu? Bien sûr, je suis revenu, bien sûr. Est-ce qu'en cas de taxe Zuckman, vous repartiriez? Je ne sais pas. Alors j'ai la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de ne pas être tout à fait encore au niveau de la taxe Zuckman, au seuil auquel il veut l'imposer. Mais bien que, voilà, je n'ai pas à me plaindre. Mais comment vous expliquez que certains patrons soient favorables à la taxe Zuckman? Bah écoutez, ils ne se sentent pas stigmatisés. On a toutes les opinions, hein, voilà. Et puis après, il y a des cas de figure. J'ai des gens qui sont liquides, qui ont tout vendu, qui ont de l'argent qui dort. Vous savez, la taxe Zuckman, ça favorise la rente. Parce qu'en fait, ça favorise ceux qui ont réalisé leur plus-value, qui ont mis de l'argent de côté et qui peuvent effectivement, et qui génèrent avec ça des placements sur lesquels on peut prélever un petit peu tous les ans. Mais c'est pas du tout la plupart des gens. Et donc aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu financier, le déficit, c'est 150 milliards d'euros.
on parle de sommes qui sont ridicules. Encore une fois, à 4 milliards, l'ISF était ultra pénalisant. Donc là, si on fait quelque chose à 1 milliard ou 1,5 milliard qui fera, on l'espère, pas trop de dégâts et qui sera fait intelligemment sur des flux, avec en contrepartie, encore une fois, l'initiation d'une réforme de l'État, c'est de toute façon quelque chose qui sera microscopique par rapport aux enjeux. Donc on ne coupera pas à ouvrir enfin le débat sur comment on lutte contre cette bureaucratie envahissante, comment on traite ce millefeuille administratif qui est une source de coûts considérables, l'ouverture enfin du vrai débat et arrêter effectivement de trouver des boucs émissaires faciles en disant « Ah mais c'est la faute aux entrepreneurs ». Les entrepreneurs qui réussissent, c'est plus la solution que le problème aujourd'hui en France. Et donc c'est quand même édifiant qu'on n'ait pas enfin un débat sur ce que sont les vrais problèmes du pays, un État dont la dépense publique est hors de contrôle. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Cour des comptes. Il serait temps qu'on en parle tous ensemble et sereinement. Je vous voyais réagir. Oui, je réagis parce que au terme de bouc émissaire, parce que je crois qu'aujourd'hui, si on veut parler des économies à faire sur les dépenses publiques, par exemple, de quoi on se parle? Est-ce qu'on se parle des annonces de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 3 et de dire que dans notre pays, nos services publics vont tellement bien, l'hôpital va tellement bien, l'école va tellement bien qu'on n'a pas besoin d'avoir des agents et des agentes des services publics pour les faire fonctionner. C'est faire comme si, sur notre fiche de paye, encore une fois, un certain nombre de cotisations ne servaient pas à financer la solidarité dans notre pays, la protection sociale, voilà, la perte d'autonomie, les accidents de la vie, la question de la maladie. On a un modèle social dans notre pays qui mérite une responsabilité de chacun des acteurs, et y compris des entrepreneurs. Et je crois que d'ailleurs, vous l'avez dit, un certain nombre d'entre eux sont prêts à étudier la façon dont ils peuvent contribuer à la hauteur, encore une fois, de leurs moyens. Alors, permettez-moi de répondre quand même, parce que c'est une question qui est quand même essentielle, effectivement. On est en train de nous dire, ah non, mais attendez, on n'a pas assez de moyens déjà. Un chiffre de l'OCDE qui dit que dans l'hôpital français, d'ailleurs public et privé, on a 35% du personnel qui ne voit jamais un patient. La moyenne de l'OCDE, c'est 24%. Donc, et dans certains hôpitaux parisiens, on est plutôt à 50% du personnel qui ne voit jamais un patient. Et donc, on a pléthore de services administratifs, pléthore de back-office, qui d'ailleurs posent beaucoup de problèmes aux premières lignes, aux infirmiers, aux infirmières, qui ne peuvent pas faire leur travail sereinement, parce que quand vous avez des back-office aussi pléthoriques, ils régulent, ils édictent des règles, ils demandent des comptes, et donc ils posent beaucoup de problèmes à ceux qui voudraient faire leur travail sérieusement. Et donc aujourd'hui, ça, c'est un sujet qui n'est pas traité. Et c'est un chantier considérable où il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros à trouver, effectivement, et pas de façon brutale, en ne remplaçant pas un certain nombre de départs à la retraite. Effectivement, c'est la solution. Sauf que c'est un sujet qui est complexe à mettre en œuvre, parce que ça suppose, c'est des problèmes d'organisation, c'est des hommes et des femmes, il faut s'asseoir autour d'une table, il faut regarder comment les organisations fonctionnent, comment réfléchir à une meilleure organisation, inciter d'ailleurs les personnels de la fonction publique à réfléchir à ces sujets, les motiver à ça, probablement partager une partie des économies qui seront trouvées avec ces gens-là, et donc poser enfin ces sujets-là, et arrêter de dire « Ah non, mais on va aller prendre de l'argent aux riches, là où il est, c'est ça la solution ». Vous rigolez, il y a 1 ou 2 milliards à trouver dans le pire des cas, et même en faisant ça, vous risquez de casser l'économie. Je ne serai pas sur le débat technique, mais on a la chance en France d'avoir un niveau de confiance des Français envers l'entreprise qui est très élevé. L'entreprise doit être plus que tout protégée, elle doit être sanctuarisée, elle doit être accompagnée, elle doit être soutenue. Il faut lui permettre justement d'être... Parce que dans le débat, dans les débats qu'on connaît aujourd'hui et face aux enjeux immenses, colossaux devant lesquels nous sommes tous, l'entreprise va jouer un rôle déterminant. Mais il faut que les entrepreneurs jouent le rôle totalement de l'entreprise. Il ne faudrait pas que les Français saisissent justement un schisme entre le comportement des entrepreneurs, des patrons, on va dire, au sens large du terme, et justement l'entreprise à laquelle ils sont viscéralement attachés. Les Français aiment le travail, par exemple. On n'arrête pas de dire les Français ne foutent rien. C'est entièrement faux. Ils ont une relation au travail qui est extrêmement saine, extrêmement élevée. Mais il faut leur donner aussi les conditions de bien l'exprimer. Nicole ? Oui, je partage les propos et notamment, ça me permet de mettre en évidence le fait que dans ce débat et dans la colère qui est exprimée encore une fois dans la rue aujourd'hui, on a la question de la responsabilité des employeurs. Alors l'État employeur, mais aussi les employeurs dans la façon de pouvoir travailler les questions de pouvoir d'achat. Voilà, une rémunération juste, un travail digne. La colère, elle vient aussi de cette injustice
de se dire, en fait, le travail que je fais, le travail que je produis n'a pas de valeur pour mon employeur. Et quand on vous parlait des fonctionnaires et du back-office pléthorique qui empêche les aides-soignantes ou les infirmières de bien faire leur travail, je trouve que là encore, c'est assez insultant. Quand on connaît l'état de l'hôpital public aujourd'hui et l'état de notre système de santé. Mais est-ce qu'il ne souffre pas d'une certaine forme de bureaucratie qui s'est installée au fil des dernières années? Encore une fois, je crois qu'on peut regarder effectivement... dans les administrations, comme dans certaines entreprises. D'ailleurs, on peut regarder, nous, on est prêts à la CFDT à avoir ce débat, mais ayons le débat de façon globale. Si on se parle des dépenses publiques, parlons, dans ce cas-là, des 211 milliards d'aides aux entreprises, dont 75 milliards d'allègements et d'exonérations de cotisations sociales. Si on doit mettre tout sur la table, allons-y. Alors, je veux dire, sur un sujet comme ça, je pense que la plupart des chefs d'entreprise vous répondront qu'ils sont tout à fait prêts à en parler. On a eu une représentante du MEDEF qui n'était pas favorable du tout à cela. Écoutez, je ne la connais pas, mais ils sont souvent tout à fait prêts à en parler, à condition, effectivement, de laisser tomber ces aides, mais de baisser d'autant les cotisations sociales, les charges sociales. Parce que ça sert à quoi, ces charges sociales? Ça sert à faire en sorte que les entreprises françaises soient un tout petit peu plus compétitives. Et malgré ces aides, elles ne le sont pas. Le patron de Michelin témoignait devant l'Assemblée il n'y a pas très longtemps et il disait « Je n'arrive plus à convaincre mes actionnaires d'investir en France parce que je n'arrive plus à gagner de l'argent en France. » Malgré le fait que Michelin, parmi d'autres entreprises, effectivement, bénéficie d'un certain nombre de ces aides et de baisse de cotisations. Donc on voit bien que malgré ça, le pays n'est pas compétitif. Le pays n'est pas compétitif parce que sa dépense publique est juste hors de contrôle. Et donc il est urgent de se mettre autour de la table, tout le monde, les syndicats, le patronat, pour dire comment on fait pour maîtriser cette dépense publique, pour la rendre plus efficace, plus responsable, plus durable et faire en sorte qu'on trouve le moyen de redevenir un pays normal. Donc, une partie de ces aides aux entreprises, vous dites supprimons-les en échange d'une baisse similaire des charges sociales. Et même ça, encore une fois, ce ne sera pas suffisant parce que malgré ces aides, les grandes entreprises françaises comme Michelin, industrielles, qui sont en compétition avec le monde entier, ne seront pas compétitives. Ne sont pas compétitives. C'est dramatique. C'est absolument dramatique. Une grande partie, on a parlé de beaucoup d'entreprises qui partagent on va dire, ce ras-le-bol fiscal. C'est le cas du MEDEF qui s'oppose à la moindre hausse d'impôts. Son patron, Patrick Martin, appelle les entreprises à un énorme meeting le 13 octobre prochain. Vous en serez? Bon, j'y serai probablement, oui. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que ça a été mal compris. Enfin, ça a été compris comme une manifestation contre la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, de toute façon, elle est derrière nous aujourd'hui. Oui, mais contre le moindre hausse d'impôts. C'est juste l'illustration d'un ras-le-bol fiscal dont on parlait tout à l'heure. Je veux dire, les salariés eux-mêmes défilent dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Les entrepreneurs expriment leur ras-le-bol aussi. Et effectivement, et l'objectif, c'est de dire aussi, de faire passer les messages que je viens d'évoquer là, dire arrêtons de toujours chercher, arrêtons de lancer le concours Lépine de la nouvelle taxe dans le pays le plus fiscalisé au monde, des gens qui se battent dans ce pays, qui continuent de se battre dans ce pays, dans le pays le plus fiscalisé au monde, le plus administré au monde, le plus surfiscalisé, suradministré, eh bien ces gens-là, ils vous disent aujourd'hui, arrêtez de nous prendre pour cible, réfléchissons ensemble à comment on peut améliorer la dépense publique, arrêtez une dépense publique hors de contrôle. Mais peut-être contrairement au front syndical que l'on voit uni depuis un certain temps, il n'y a pas de front patronal uni. On voit que la Confédération des petites et moyennes entreprises et l'UDP, qui en gros représentent les artisans, les commerçants, les professions libérales, n'ont pas souhaité répondre à l'appel du MEDEF. Michel Picon, d'ailleurs le dirigeant de l'UDP, parle de manifestation BCBG, non merci. Non, mais c'est quand même tout à fait symptomatique de la division, de la désunion qu'il y a au sein du patronat, parce que justement les problématiques et les enjeux des patrons sont extrêmement variés et beaucoup de patrons ne se retrouvent pas dans le discours qui est de dire retrouvons-nous, manifestons parce qu'on ne veut pas un centime on ne veut pas payer un centime d'impôt supplémentaire. Là, il y a quand même un problème. Il y a un problème à un moment aussi, je m'excuse du terme qui est un peu fort, mais d'exemplarité de certains patrons. Quand on parle d'indécence, oui, il y a des comportements de patrons qui sont indécents. Il y a des déclarations de patrons qui sont indécentes. Et ça, vous pensez à Bernard Arnault? Vous pensez à qui? Entre autres, parce qu'il se trouve dans mon livre, justement, j'ai vraiment étudié et j'ai longuement écouté à plusieurs reprises l'audition de M. Arnault devant la commission d'enquête parlementaire sur les aides publiques. C'est assez... Alors, moi, je ne suis pas du tout, contrairement peut-être à vous, opposé aux aides publiques. Je pense qu'elles sont sans doute très utiles. Mais à un moment... Aux entreprises? Aux entreprises, peut-être. Mais à ce moment-là, qu'on ne vomisse pas contre l'État.
C'est ce que fait M. Arnault. Uniquement au titre de la fondation, donc du mécénat, il a perçu 518 millions d'euros de ristourne fiscale. C'est ce qui est révélé justement pendant son audition. C'est un problème. Quand après vous dites l'État français, c'est une horreur. Moi, je rentre des États-Unis avec un vent d'optimisme qui souffle et je le mets en perspective de l'Europe et de la France qui sont encalminés, qui sont enquistés, qui sont atones, ça pose un problème. Oui. Les États-Unis qui, au passage, connaissent un véritable blocage budgétaire actuellement. On n'est finalement pas si mal lotis en France. On n'est pas si mal lotis. Après, on n'est pas. Je ne sais pas si on va avoir un budget à la fin de l'année. Il faut avoir en tête. Mais est-ce que c'est si grave? Parce que contrairement aux États-Unis, les services de l'État fonctionnent ou continueront à fonctionner avec un budget constant. Certes, pas de nouveaux projets, mais. Oui, parce qu'on sait depuis l'année dernière qu'on peut voter une loi spéciale budgétaire qui permet à l'État de continuer à lever les impôts sans changer la réglementation et d'ouvrir des crédits nécessaires pour assurer le fonctionnement des services publics. Mais il ne faut quand même pas oublier que cette loi spéciale, il faut qu'elle soit votée. Alors, bon, je pense qu'il y a l'unanimité. L'année dernière, c'était l'unanimité. Si elle n'était pas votée, on se retrouverait en effet dans une situation à l'américaine. Mais alors, la situation à l'américaine, c'est 750 000 fonctionnaires fédéraux qui se retrouvent au chômage technique, des administrations, des musées, des parcs nationaux fermés, mais aussi, on a vu des statistiques de l'emploi non publiées et des entreprises qui dépendent de commandes publiques qui ne sont pas payées. C'est quand même assez inquiétant. Alors, les shutdowns aux États-Unis, ça a quand même lieu régulièrement. C'est pas très nouveau. Ça a lieu tous les 2 ou 3 ans à peu près. Et donc, il y a une espèce de paroxysme. Alors, cette année, c'est peut-être un peu particulier dans le sens où Trump essaye d'en profiter pour couper définitivement, effectivement, un certain nombre d'emplois publics. Donc, c'est assez brutal, beaucoup plus que ce qui a été fait dans le passé. Puis, comme c'est quelqu'un qui a un tempérament qui n'a pas peur de l'affrontement et du rapport de force, il n'est pas impossible que cette fois-ci, ce soit un peu plus violent que les fois précédentes. Oui. C'est cette volonté du président américain qui pourrait être tenté de profiter de la situation pour démanteler davantage l'État fédéral. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le tropisme de Trump, il y a de nombreux tropismes. Il y en a un en particulier, c'est vraiment le préfixe « dé ». Alors déréguler, déréglementer, démanteler, tout ce que vous voulez, dépeupler la fonction publique, pour libérer l'esprit d'entreprendre et libérer surtout l'accès aussi à l'enrichissement. Je suis, moi, assez frappé par ce que d'ailleurs évoquait Sophie Binet il y a quelques jours quand elle parle de trumpisation du patronat en France. Je crois... Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Je crois qu'on est effectivement face à ce phénomène-là. Et des déclarations, je vais prendre des exemples, mais les déclarations, par exemple, de M. Arnault sur M. Zuckman, à titre personnel, on ne le voyait jamais en France. En évoquant le critiquant comme militant et non pas comme chercheur. Gauche et les pseudo-compétences universitaires de Gabriel Zuckman. Et ça, on commence de l'entendre de plus en plus. Et là, ça va poser un vrai problème de démocratie chez nous. Et plus nous importerons justement du mantra trumpiste chez nous, plus ce sera grave. Et j'estime donc que, j'ai pas estimé quoi que ce soit, mais il me semble que les patrons ont une responsabilité immense pour justement faire barrage, eux, dans leur domaine, à cette importation. Denis Père, cette trumpisation de certains patrons français, est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que ça vous inquiète? Je ne sais pas s'il y a une trumpisation. Il y a clairement une demande de la part d'un certain nombre de chefs d'entreprise français et d'entrepreneurs de voir l'État mieux gérer. Ça, c'est sûr. Encore une fois, on est dans le pays le plus fiscalisé au monde, on a une administration pléthorique, on a beaucoup de mal à créer de la richesse et des emplois en France dans ce contexte-là. Faut-il pour autant en passer par une coupe brutale dans l'administration? D'autant qu'effectivement, des coupes brutales, alors ça arrivera peut-être, on n'est jamais à l'abri d'une mise sous tutelle de la Troïka à un moment donné. La Troïka, Fonds monétaire international, BCE, Union européenne, FMI, absolument. Comme la Grèce? Bien sûr, comme la Grèce, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça vous semble réaliste? Moi je pense que pour moi, si les choses ne change pas, c'est qu'une question de temps, c'est pas une question de si. Vous en pensez quoi de ça? Une France mise sous tutelle de la Troïka? Le risque en matière si on laisse la dette publique augmenter de manière incontrôlée, c'est qu'un jour les créanciers de l'État se disent on ne sera pas remboursé, et donc à ce moment-là ils augmentent les taux d'intérêt, ça ne fait qu'aggraver le problème. On en est quand même un peu loin aujourd'hui. On en est encore loin parce que depuis 2011-2012, on sait que la BCE est là. C'était pas le cas en 2011-2012. On sait que la Banque Centrale Européenne a la possibilité juridique et financière d'intervenir, whatever it takes, avait dit son président Mario Draghi, quoi qu'il en coûte, en quantité illimitée.
emprunter, quoi qu'il en coûte, pour acheter de la dette française ou d'un autre pays. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas faire ça automatiquement. Et un jour, les marchés se rappelleront que pour qu'elle intervienne, il faut qu'on arrive, qu'on montre qu'on est capable de stabiliser notre dette publique. Donc on risque en effet un jour d'avoir à prendre ce genre de mesures. Eh bien, on en reparlera, on suivra cette situation dans la semaine de l'écho. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.